Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Le journaliste Bachir Fofana placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. La liberté d'expression est-elle menacée au Sénégal? Certains citoyens sont catégoriques. Les droits et libertés sont bafoués depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Pour d'autres, les citoyens sont libres de s'exprimer. L'Assemblée nationale a adopté un nouveau règlement intérieur et une avancée dans le fonctionnement de l'hémicycle. Des députés auraient souhaité que d'autres correctifs soient apportés dans certaines dispositions. Pendant ce temps, le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires dénonce la suppression des indemnités, les affectations abusives et la dégradation des conditions de travail du personnel administratif. Le secrétaire général adjoint du syndicat invite les autorités à restaurer la justice sociale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le journaliste et chroniqueur Bachir Fofana placé sous mandat de dépôt. Il va donc passer sa première nuit à Rebeuss. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. C'est dans le cadre du marché des véhicules des députés à l'Assemblée nationale. Il sera jugé en flagrant délit mercredi 3 juillet prochain. Selon son avocat, Maître Aboubakri Barro, son client était animé par le devoir d'informer le peuple sur cette opération, un devoir de transparence, dit-il. La liberté d'expression est-elle menacée au Sénégal? Nous avons donné la parole à des citoyens, pour certains. Depuis l'arrivée du nouveau régime, les droits sont bafoués. Ils se disent d'ailleurs surpris de certains agissements des nouvelles autorités. Pour d'autres, les citoyens sont toujours libres de donner leur opinion. Rien n'a changé. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine et de Charles Diouf. Sur une rue du quartier Point-E, cet homme n'y va pas par quatre chemins. Il n'y a plus de liberté d'expression dans ce pays, affirme-t-il. Le nouveau régime avait toujours parlé des dictatures, suivant la liberté d'expression. Bon, on avait trop confiance à eux que s'ils allaient venir comme ils sont là, ça n'allait plus exister. Mais on a vu que maintenant c'est plus pur qu'avant. Il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il y en a plus. On enferme les gens comme ça pour des petites choses banales. Un peu plus loin, cet homme, devant son lieu de travail, partage le même constat. Avec ce nouveau gouvernement, on ne peut plus parler librement, dit-il. Honnêtement, sincèrement, non, mais honnêtement, il n'y a pas de liberté d'expression au Sénégal. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les actes qu'il pose le prouvent clairement. Ce qui est choquant, c'est qu'eux-mêmes disaient ce qu'ils voulaient à l'époque de l'ancien régime. Et ce régime les laissait parler. Alors aujourd'hui, il devrait aussi permettre aux citoyens de s'exprimer librement, sans risquer d'être arrêtés pour leurs opinions. Sénégal, non, mais tous les citoyens ne sont pas du même avis. À quelques mètres de là, ce jeune homme en tenue de travail nous donne une autre lecture de la situation. Il estime que la liberté d'expression existe toujours au Sénégal. Oui, je pense que la liberté d'expression existe. Parce qu'en ce moment, le pays, on est en train de le régulariser. En fait, parce que les gens parlent beaucoup. Parce que dans l'année, il faut que les Sénégalais diminuent de parler. Ils n'ont qu'à concentrer sur le travail. Insulte quelqu'un, ils vont t'appeler. Pourquoi tu l'as insulté? Ils vont t'arrêter. Une actualité récente marquée par de nombreuses arrestations relance le débat. La liberté d'expression existe-t-elle encore au Sénégal? Une question qui divise. Certains répondent oui, d'autres estiment qu'elle est en train d'être arrachée à main nue par les nouvelles autorités. De nombreux changements ont été notés hier dans la magistrature. Pour autant, l'on ne peut pas parler de chamboulement, selon Maître El Amathiam. D'après le juriste consultant et président
de Justice sans frontières. Le plus important et ce qui est attendu, ce sont des réformes de la justice en profondeur, mais aussi l'application des conclusions des assises de la justice. Maître Ella Matiam est avec l'âge Malexis. Le président de la République a présidé le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'instance ou l'organe chargé de gérer et de contrôler la carrière des magistrats. On a noté des affectations, des par-ci dans l'administration centrale de la justice, des réaménagements, mais je ne peux pas l'appeler moi un chamboulement ou un passe-mouvement, non. Moi, je me dis que c'est un léger réaménagement de l'administration des magistrats, mais pour parler de chamboulement, moi je ne peux pas dire que c'est un chamboulement ou un remaniement carrément, parce que dans la mesure où il n'y a aucun chef de cour qui a bougé, tous les chefs de cour sont restés à leur poste. Tous les procureurs de la République aussi sont restés à leur poste. Tous les juges d'instruction aussi sont restés à leur poste. Tous les présidents des juridictions aussi sont restés à leur poste. Donc, dans ce cas de figure-là, je ne peux pas parler de ça. Maintenant, ce que nous attendons, nous tous, la société civile, les magistrats, les citoyens ou les justiciables, c'est des réformes en profondeur dans la justice. C'est-à-dire l'indépendance de la justice que tout le monde a toujours clamé et les assises de la justice, l'applicabilité de ces assises-là, le président de la République nous attend de lui qu'il prenne les mesures qui sont les meilleurs avis pour modifier ce qu'on appelle l'appareil judiciaire, la modification en profondeur de l'organisation et de leur fonctionnement de notre justice. Voilà, c'est ça que les gens attendent mieux. Le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires, pas du tout content. Il fustige la suppression d'indemnités, des affectations abusives, la dégradation des conditions de travail des personnes administratives et techniques donc des services. Le secrétaire général adjoint donc invite le gouvernement à restaurer la justice sociale. Selon lui, l'État doit améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Ousmane Diaye, secrétaire général national adjoint du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires, que je propose d'écouter au micro d'Hassan Ba et d'Al Sambo. Nous sommes à l'université Hassan Sek de Ziguinchor pour procéder à l'installation du bureau du syndicat section Crous Hassan Sek de Ziguinchor. Nous en avons profité pour installer également la nouvelle section du rectorat de l'université Hassan Sek de Ziguinchor et de la sous-section SSU de Kolda. Nous sommes un acteur incontournable de l'enseignement supérieur. Depuis sa création en 1975, nous n'avons cessé d'accompagner les différents régimes dans la résolution des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur. Et nous allons continuer ce travail. Les travailleurs de l'université Hassan Sek de Ziguinchor souffrent comme tous les autres PATS des différents centres des œuvres et des rectorats. Le PATS est actuellement piétiné, le PATS est actuellement bafoué dans ses droits. Nous n'accepterons pas que les nouvelles autorités fassent moins que l'ancien régime. Aujourd'hui, les PATS sont confrontés à des mesures disciplinaires telles que la rétrogradation, qui est une sorte de sanction et d'humiliation, ce que nous n'accepterons jamais. Certains également se voient amputer certaines de leurs indemnités. Et d'autres même sont confrontés à un problème de statut parce qu'il est inconcevable qu'on soit recruté comme agent de service et que tu atterrisses finalement à être un gardien ou bien tout simplement à être une technicienne de surface. Donc pour toutes ces raisons, nous lançons encore un appel à M. le Premier ministre Ousmane Sonko pour lui dire tout simplement que le secteur de l'enseignement supérieur est un secteur névralgique. S'ils veulent développer le Sénégal, ils doivent passer par l'enseignement supérieur. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi portant modification du règlement intérieur de l'institution. Certains députés parlent d'une avancée majeure dans le fonctionnement de l'hémicycle. Pour d'autres, des réformes devraient être également faites dans certaines dispositions de l'Assemblée nationale, comme donc la parité dans le bureau de l'Assemblée nationale.
un moment solennel et un acte symbolique. C'est ainsi que Ayib Daffé, président du groupe parlementaire PASTEF, a qualifié l'adoption du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, saluant une avancée pour restaurer la dignité de l'institution parlementaire et de ses membres, tout en renforçant son fonctionnement. Un instrument pour améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'Assemblée nationale. On l'a vu en termes de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Le renforcement des commissions d'enquête parlementaire va nous permettre en tout cas de faire de cet outil, l'enquête parlementaire, un outil vraiment de transparence, de redevabilité envers les citoyens sur beaucoup de sujets d'actualité qui préoccupent les Sénégalais. Lors des débats, un amendement portant sur les questions adressées au gouvernement a été proposé, mis en avant par Anta Babacar Ngom et soutenu par Aïssata Tall Sall ainsi que Tafsir Thioye. Il a toutefois été rejeté par la majorité. Article 104 de proposition de loi organique portant règlement intérieur bi ñu proposé dafa prévoir ni. L'article 104 de la proposition de loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui nous a été soumise prévoit que les questions au gouvernement soient traitées au moins une fois tous les 3 mois. Pourtant, le règlement intérieur actuellement en vigueur dans son article 92 stipule que ces questions doivent être abordées au minimum une fois par mois. Je pense que cette disposition est pertinente et qu'il est important de la maintenir. Man ma jàpp ne loolu baax na et que war nañ ko mën a maintenir. Nous avons souhaité qu'au minimum une fois par mois qu'ils viennent ici et qu'ils répondent aux questions que les députés pensent pouvoir lui poser. Et c'est sur ça que nous nous sommes entendus. Donc, je soutiens l'amendement de notre collègue Anta Ngom. Le député Maguette Sène, de son côté, a regretté le rejet de l'amendement relatif à la parité. Selon lui, cette disposition mériterait d'être réexaminée afin de mieux refléter les principes d'équité. Je crois qu'occasion là, nous poser un acte fort allant dans le sens de... Je pense que c'était une occasion de poser un acte fort en faveur du renforcement de la parité au Sénégal. Nous estimons que l'Assemblée nationale, en tant qu'institution chargée de voter les lois, devrait montrer l'exemple en appliquant cette exigence. D'autant plus que des dispositions imposent déjà aux conseils municipaux de respecter la parité dans la composition de leur bureau. Ces mêmes démarches doivent également s'appliquer au bureau et aux commissions de l'Assemblée nationale. Je ne comprends donc pas pourquoi cette institution ne devrait pas se soumettre à une règle qu'elle a elle-même imposée aux mairies. C'est incohérent et sans logique. Au final, sur 139 votants, dont 9 par délégation, 138 ont voté en faveur de la proposition de loi numéro 10/2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une seule abstention a été enregistrée. Le ministère de la Famille et de Solidarité veut renforcer la coordination des actions sociales et familiales en droite ligne avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Il s'agit d'une étape clé dans l'opérationnalisation des engagements nationaux pour un développement inclusif et durable. Maïmouna Diaye, ministre de la Famille et de Solidarité, est au micro de Mafalfa. Notre rencontre s'inscrit dans un contexte stratégique, celui de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement, de transformation, pilier central de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Cette stratégie, portée par les hautes autorités sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vise à transformer en profondeur la gouvernance publique et à construire un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est pourquoi cette vision nous interpelle toutes et tous et exige de nous clarté, sens des responsabilités et un engagement collectif. Conformément à la circulaire primatorale de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, chaque ministère est désormais tenu d'élaborer une politique sectorielle claire, cohérente et alignée sur les nouvelles orientations nationales. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'engagement
que notre ministère a entrepris l'élaboration de sa lettre de politique sectorielle. Ce document fixe notre cap pour les 5 ans à venir. Il répond à 3 exigences fondamentales. Clarifier nos priorités sectorielles en cohérence avec la SND, structurer notre contribution à la transformation sociale et communautaire, donner un sens et une cohérence à l'ensemble de nos programmes et projets. Pour y parvenir, nous avons adopté une démarche participative et inclusive. Je vous invite donc à vous engager pleinement. Le comité de pilotage des assises nationales de Dara a été installé. Une étape décisive dans la refondation du système éducatif traditionnel avec comme ambition aller vers la modernisation des Dara et en soutien au maître coranique. Satoudiba Cheikh Ahmed Diouf. Le développement des Dara, de l'éducation religieuse et des modèles alternatifs font partie des 11 leviers stratégiques définis pour transformer le système éducatif adopté à une nouvelle vision éducative adoptée à l'horizon 2035. Aujourd'hui, c'est un grand jour et un autre jour est le point de départ donc d'action et d'œuvres extrêmement importantes qui vont participer à donner un autre visage donc, à ces Dara. Ces Dara, comme nous le savons, qui sont partout, extrêmement bien territorialisés. Ces Dara qui portent et accompagnent nos enfants. Ces Dara qui font ce que nous sommes encore une fois. Et quand on parle du Sénégal, son signe distinctif, ce sont ces Dara. Aujourd'hui, permettre à ces Dara donc, de participer, écouter ces Dara à travers ces assises, les questionner, les comprendre. Avec comme objectif de repenser le système, la place et le rôle des Dara dans le système éducatif, le ministre de l'Éducation nationale a enclenché la dynamique de mise en œuvre de ces assises. Il s'agit réellement de repenser notre système éducatif. Et ce système éducatif-là, on ne peut pas le penser et le repenser sans les Dara. Le capital humain, il s'agit aussi de cela. Et ce capital humain, vous ne pourrez pas le former au Sénégal sans ce socle de spiritualité. Et donc ce socle de spiritualité, nous l'avons essentiellement via les Dara. Naturellement aussi, il y a d'autres religions. L'essentiel de la communauté donc, sont des Dara, il est porté par les Dara. Donc ce socle de spiritualité qui fonde donc nos valeurs de paix, l'union au Sénégal, cette harmonie, ce qui fait le charme donc, du Sénégal. Le président du comité d'organisation se félicite de cette initiative et trouve que cette mission doit être accomplie pour la modernisation des Dara. Comité bi nak buñ ko waxé dafa séddale ko ñetti comité. Comité de pilotage. Je fais partie du comité de pilotage qui assure l'ensemble du travail, aussi bien au niveau départemental que national. Par ailleurs, le comité d'appui scientifique a pour mission d'élaborer les questionnaires, de définir les axes de recherche et les thématiques, afin de les valider avant leur transmission aux autorités compétentes. Ba man ko jox autorité yi. Ñepp dañ ci bokk ci région yépp, ci département yépp au niveau national. Cette procédure de l'installation officielle des membres du comité des assises des Dara a été marquée par la présence du ministre de l'Éducation nationale, du représentant du président de la République, du conseil spécial, du premier ministre et des 100 acteurs clés du sous-secteur des Dara. Atelier de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l'étude bilan sur la formation duale. L'objectif est désormais de former 10 millions de jeunes d'ici 10 ans. Le directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle et technique satisfait de l'avancée du dit programme. Cher Fatma Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Seck. C'est que depuis le mois d'octobre 2024, nous avons un nouveau référentiel de politique publique qui nous donne des orientations claires en termes de formation. Monsieur le ministre aime à le rappeler souvent, 700 000 jeunes à former d'ici 2029, 5 millions d'ici 2050. Et dans ce 5 millions-là, il faut former 1 million de jeunes par le dual. Lorsqu'on a fait l'étude bilan justement, il est ressorti que depuis 2016, de mise en œuvre sur le dual, nous n'avons pas pu former suffisamment de jeunes. Et pour former 1 million sur 10 ans, il était important de changer de paradigme. L'étude bilan a sorti des recommandations. Il était donc question de mettre en œuvre ces recommandations-là pour pouvoir
pouvoir aboutir à un schéma sur le dual à la sénégalaise renouvelé dans sa gouvernance, dans son financement, dans son pilotage. Et aujourd'hui, il était question donc, dans le cadre de l'atelier national de partager justement les résultats du suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, d'abord avec les partenaires sociaux que sont le patronat et les syndicats, mais également avec l'ensemble des entités du gouvernement qui concourent à la formulation du dual au Sénégal. Les résultats ont été clairs en termes d'orientation nouvelle à prendre. C'est ce sur quoi nous travaillons pour arriver à des décisions consensuelles sur le financement qui doit être revu, qui doit être élargi, sur la gouvernance qui doit être simplifiée, mais surtout sur la place de l'économie qui doit être renforcée. Parce que lorsqu'on parle de dual, il s'agit de deux modes d'apprentissage à l'école et en entreprise. Donc il faut donner la place à l'économie pour définir les curricula, pour définir également les secteurs dans lesquels le dual se fera. Et donc, autour de tout cela, nous allons discuter et consolider pour pouvoir, dans les prochains mois, avoir un système renouvelé et revu. Thionck-Essyl, c'est en Casamance, la commune va désormais accueillir son propre festival pour valoriser sa culture, renforcer ainsi son identité. La commune ne souhaite plus se limiter à exporter sa richesse culturelle, mais elle veut en faire un levier de développement. L'objectif est d'inscrire le festival au calendrier culturel national pour faire de Thionck-Essyl une commune modèle en matière de tourisme et de culture. N'est-ce pas, Sanba? Thionck-Essyl se prépare à accueillir son grand festival culturel. En 2026, la commune a officiellement lancé l'initiative avec pour ambition de faire rayonner cette localité riche en potentiel culturel et touristique. Ce que nous entrevoyons dans tout ça, c'est en réalité l'ouverture de la commune de Thionck-Essyl au monde, mais l'ouverture dans l'enracinement, comme l'aurait bien dit le feu président Senghor. Cela permet aussi de booster en tout cas l'économie locale, mais aussi de mettre en relation et en parfaite synergie les acteurs communautaires, les acteurs culturels, je veux dire, de la commune, et effectivement les autres acteurs du monde entier. Connu pour ses nombreux talents artistiques, Thionck-Essyl ne veut plus se limiter à exporter sa culture. Elle souhaite désormais en tirer pleinement profit pour son propre développement. Ce qui reste maintenant à faire et le grand défi, c'est de faire de Thionck-Essyl quand même un titre, ce titre foncier, ce qui leur appartient en réalité, c'est de faire en sorte que les gens qui sont d'ailleurs, qui ont entendu parler de Thionck-Essyl en tant que ville modèle en matière de culture, pour qu'ils viennent s'inspirer, pour qu'ils viennent voir, pour qu'ils viennent découvrir. Cela en fait permet, dans un autre cadre, en tout cas, de développer le volet touristique, le tourisme au niveau de la commune, mais le tourisme sous une autre facette. Porté par le maire Souleymane Diatta, ce projet s'appuie sur plusieurs partenaires clés, tels que Gorgorlou, Bakalama et le mouvement de cultures urbaines de Thionck-Essyl. L'objectif, faire institutionnaliser ce grand rendez-vous culturel dans l'agenda national. Voilà vraiment l'intérêt de ce lancement. Je sais qu'après, autour d'une table ronde, nous allons discuter avec les acteurs concernés, avec les professionnels, avec ceux vraiment là que nous considérons comme expérimentés dans le domaine, de travailler à ce que vraiment on puisse réussir ce festival pour qu'il soit inscrit, mais un festival pérenne qui ne sera plus en tout cas porté par la municipalité, mais par les acteurs eux-mêmes. L'objectif qui est visé dans tout cela, c'est d'autonomiser ces acteurs-là. Et même si le festival est prévu pour 2026, le ton est déjà donné. Le lancement a été marqué par des prestations artistiques de haute facture qui annoncent un événement prometteur. Sanba, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.